Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Over the Results consacré à SummerSlam 2012. Vous le voyez, nouveau format, donc le graphisme intervient cette fois-ci définitivement dans les Over the Results, donc qui passe après celui que vous avez vu pendant, je crois, pratiquement 35 épisodes. Donc celui-ci est l'officiel et durera jusqu'à peu près aux épisodes 150. À voir à quel point ça vous lasse. Puis comme d'habitude, donc pour SummerSlam 2012, je vous invite à liker la vidéo si vous aviez aimé le pay-per-view, ou à disliker la vidéo si vous ne l'aviez pas aimé, pardon. Premier match, Chris Jericho bat Dolph Ziggler dans un bon match de 13 minutes. J'ai trouvé que les deux lutteurs se complétaient plutôt bien, mais c'est pas une surprise, on a déjà eu plusieurs matchs entre ces deux-là. Il y a eu le Royal Rumble où les deux avaient commencé, alors je sais plus lequel c'est, mais il y a eu un Royal Rumble où ça a commencé comme ça. Les deux ont une alchimie et ça se voit sur le ring très clairement. J'ai marqué Ziggler portera un zigzag et Jericho portera un codebreaker, mais ça ne suffira pas. Jericho devra gagner le match grâce à un Walls of Jericho, donc Ziggler va abandonner. J'aime beaucoup les finishes avec des prises de soumission parce que, bon, je le répète dans quasiment toutes mes vidéos, mais on a de moins en moins de matchs qui sont finis avec des prises de soumission, donc c'est toujours agréable de voir ça. C'est pour ça et pour toutes les raisons que j'ai citées avant que je donne la note de 8 sur 10. Deuxième match, Daniel Bryan bat Kane dans un match trop court et pas à la hauteur selon moi. Pas à la hauteur de toute façon des deux hommes. J'ai marqué 8 minutes à peine pour ce match-là. Il n'y a pas réellement de bons spots. Et il y a un finish par roll-up. Je suis déçu. Très clairement, je ne vous le cache pas, pardon. Je suis clairement déçu parce que vous allez me dire, Kane n'est pas un immense lutteur, enfin pour son gabarit il fait des bonnes choses, on est d'accord, mais c'est pas un catcheur qui propose des prouesses athlétiques spectaculaires, on est d'accord. Daniel Bryan il est plus dans ce style là avec un catch très technique, parfois très spectaculaire, alors même dans le high flying, donc on a vraiment une opposition de style, mais je me souviens et je vais en parler plus tard, mais il y a une très bonne alchimie entre les deux, mais pas dans ce match-là. On a souvenir de la team Elna, avec quelque chose de très très bon, mais quand ils sont en équipe, et là, opposés l'un à l'autre, on avait pourtant un très bon match, je crois, Money in the Bank, ou c'était un autre match, je sais plus où il y en avait eu, un match triple menace avec CM Punk pour le titre de la WWE, qui était très très bon. Là, on a un contre un, pour moi, ça passe pas. Voilà, ça arrive. Sinon, j'ai marqué la logique à respecter, Bryan gagne, et j'ai marqué... Heureusement qu'on connaît la suite avec les deux, avec la team Elno, qui est, je pense, une des meilleures rivalités, on va dire plutôt des meilleurs angles de l'année 2012 dans le comic. Et ça fait de très bons champions par équipe avant le Shield. Vraiment, il n'y a pas grand chose à dire par la suite, mais pour ce match-là, je mets seulement la note de 4,5 sur 10. Troisième match, le Miz bat Rey Mysterio pour conserver son titre intercontinental dans un match correct de 9 minutes. Là aussi, je m'attendais à mieux, même si c'est de loin pas mauvais. Le Miz était bon, Mysterio, je sais pas, je trouve qu'il était meilleur dans les années 2006-2007. Je trouve 2012, c'est... Plus il se rapproche de son départ de la WWE, moins c'est un moment qui le couvre de gloire. Et surtout depuis qu'il avait perdu son titre de la WWE en 2011, le jour même où il l'avait gagné, je trouve qu'il est totalement éteint. Et là, il nous offre un bon petit match, mais c'est plus du Rey Mysterio comme on connaît. Et j'ai marqué, c'est un peu classique ce match, on aurait très bien pu le voir à Raw. Il y a la fin du match qui est plus intense et qui fait que ce match mérite d'être en pay-per-view. Mais sinon, c'est pas encore ça, je trouve, à mon sens, c'est un petit peu trop classique. Il y a beaucoup de suspense aussi, on imagine, avec le 619 de Rey Mysterio, qu'il va prendre le titre intercontinental au Miz, mais finalement pas. Donc il y a une partie du suspense, comme je l'ai dit, dans la fin de match qui est plus intense. Donc c'est vraiment bon, après c'est pas le meilleur match, mais je suis pas autant déçu que le match de Daniel Bryan contre Kane, et ça se ressent à la note, j'ai mis un 6,5 sur 10. Quatrième match, Sheamus bat Alberto Del Rio pour conserver son titre poids lourd dans un match. Alors voilà, roulement de tambour parce que tout le monde se dit c'est Del Rio, c'est sa période où il est en course pour le titre poids lourd, donc je vais détester. Eh bien non, le match est tellement bon. Non, il n'est pas tellement bon, mais c'est vrai qu'il est assez bon. Vous le voyez, de toute façon, j'ai mis la note de 8 sur 10. Je ne m'attendais pas à ça. Je vais vous le dire, j'avais des a priori négatifs. Et finalement, le match est assez bien rythmé. Un chouïa classique, mais là, encore une fois, le finish est assez dingue. D'ailleurs, je vais vous l'expliquer. Au bout d'un moment, on a Ricardo Rodriguez qui va se plaindre après un tombé de Del Rio, alors jusqu'à 2, pardon. Il va être sur la pointe du ring et Del Rio va le prendre sur le ring, il va le frapper à moitié.
Et puis l'arbitre va le voir et va dire, va prendre Ricardo Rodriguez, va l'amener en dehors du ring. Et pendant ce temps-là, en fait, vu qu'il a été un peu bousculé par Del Rio, sa chaussure s'était enlevée. Donc Rodriguez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va balancer la chaussure. Il veut la donner à Del Rio, mais il l'envoie trop haut. Et donc c'est Sheamus qui la récupère, qui va frapper Del Rio avec la chaussure de Ricardo Rodriguez. Et qui va faire un tomber après un white noise, je crois. Mais les pieds de Del Rio seront dans les cordes. L'arbitre ne verra pas. Donc ambiance chaotique comme j'aime. À l'instar d'un Undertaker qui avait perdu contre Lesnar à WrestleMania 30. On n'a pas tout de suite la musique qui intervienne et puis la cloche qui sonne la fin du match, donc j'apprécie. C'est un chaos très bien organisé, mais un très bon chaos. Et j'ai adoré, d'où ma note, à 8 sur 10. Cinquième match, Airboom bat les Primetime Players pour conserver leur titre par équipe dans un match beaucoup trop classique, digne d'Euro à l'époque. Ça va pas pour moi, j'ai marqué pas de rythme, peu d'ambiance, j'aime pas du tout. Je vais pas en parler plus, surtout que pour moi il y a 3 bons catcheurs sur 4, même le 4e est passable. On va dire il y a 2 très bons lutteurs que sont Kingston et Darren Young. Et les 2 autres, voilà, c'est pas des mauvais catcheurs, mais ça aurait pu clairement être mieux. Je ne m'attendais pas à un match 5 étoiles, on est bien d'accord, ni un match qui atteint les 8 sur 10 pour moi. Mais voilà, je m'attendais un peu plus, au moins la moyenne, donc un 6, mais j'ai mis seulement la note de 4 sur 10. Sixième match, CM Punk bat John Cena et le Big Show dans un bon match triple menace pour conserver son titre de la WWE. Ou même Show met un peu plus de rythme que d'habitude. Il faut quand même le dire, Show, il met du sien. D'ailleurs, en parlant de lui, il y a une grosse domination de sa part, mais malheureusement pour lui, c'est lui qui va ressortir plus faible de ce match-là comparé à Punk qui gagne et à Cena qui va pas se ramasser le tombé. Pourquoi? Je l'ai dit, Big Show va se ramasser le tombé, mais surtout, au bout d'un moment, on va dire à 2 minutes avant la fin du match, on a CM Punk qui va faire une prise de soumission à Big Show, puis Cena qui va venir et qui va lui faire un SIF, pardon. Donc, Big Show subit 2 prises de soumission et il abandonne. Donc, non seulement il se ramasse le tombé, mais en plus, il abandonne pendant le match. Finalement, l'arbitre, il sait pas trop quoi faire, il va signer la fin du match, donc abandon, mais qui va gagner, on sait pas trop. Et il y a AJ Lee, donc la toute nouvelle General Manager de Raw qui intervient pour dire il n'y a pas de vainqueur, malgré le fait que Punk et Cena s'énervent contre elle, et elle va dire on recommence le match. Donc le match recommence, Shaw va encore dominer 1 minute, puis Cena lui portera un double A, et Punk, profitant de la situation avec son côté opportuniste, qu'on avait en 2012, va prendre Cena, le sortir du ring et faire le tomber. Donc Cena sera le mec qui va être arnaqué. Punk va être l'opportuniste qui va conserver son titre de champion, enfin sa ceinture, et conserver son règne de champion pendant encore un bon moment. Et on a Big Show qui sera la grosse victime de ce match-là. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Sinon c'est un bon match, c'est pas le meilleur. C'est le meilleur de la soirée pour moi, mais c'est pas le meilleur qu'on ait eu en 2012. En tout cas en termes de titre de la WWE. Mais il fait plaisir et c'est pour ça que j'ai mis la note de 9 sur 10. Et enfin, dernier match, Brock Lesnar bat Triple H par soumission. Dans un bon match, malgré le fait que je sois déçu. Déçu pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stipulation, malgré le fait qu'il n'y a pas de décompte à l'extérieur, qu'au bout d'un moment, Brock Lesnar va faire un share shot, entre guillemets, à Triple H. L'arbitre va le voir, mais il ne va pas signer la fin du match. Enfin, il ne va pas donner une disqualification. Pourquoi? Parce qu'il y avait une telle intensité dans la rivalité qu'il ne fallait pas que ça se termine par une disqualification, pardon. Et que je comprends totalement, mais pourquoi ne pas avoir mis une stipulation à ce match-là? Vous allez me dire, oui, mais Jordan, il y a WrestleMania de l'année suivante, donc 29, il y a Extreme Rules de l'année suivante, donc en 2013, c'est pas grave. Et je suis d'accord, mais n'empêche que le fait qu'il n'y ait pas de stipulation, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas assez de violence pour un match de Lesnar. Parce que oui, un match de Lesnar, en règle générale, c'est pas tellement catchesque, c'est beaucoup d'agression, et souvent, vous allez me dire, il n'y a pas forcément besoin de stipulation. Mais là, on le sent très clairement qu'il n'y a pas de stipulation et que ça se force à vouloir puiser dans un arsenal de prises catchesques basiques, alors que les deux ne font pas vraiment ça. Les deux sont extrêmes, les deux sont brutaux, et en fait, ça passe pas trop pour moi. Sinon, j'ai marqué Lesnar qui survit à 2 pedigrees, Triple H qui va survivre à 1 F5, mais pas au Kimura Lock. C'est ça d'ailleurs qui va lui faire perdre le match, parce qu'il va abandonner. Pourquoi? Parce que déjà dans la rivalité, Brock Lesnar avait pété le bras de Triple H. Il avait fait tout simplement sa réhabilitation, enfin son bras était soigné.
Et puis, le Raw avant SummerSlam 2012, Brock Lesnar va péter le bras de Shawn Michaels, l'ami de Triple H. Donc il y avait une grosse ambiance, il y a une grosse storyline entre les deux. C'était incroyable. Et là, en fait, dans le Kimura Lock, Brock Lesnar va fracasser le bras de Triple H et va lui blesser pour la deuxième fois. Il va lui péter le bras, tout simplement, de Triple H pour la deuxième fois. Et c'est assez dingue. Sinon, j'ai marqué un petit botch, mais rien de grave. J'avais énormément d'attentes aussi quand il y a Brock Lesnar. Donc, je suis assez pointilleux. Mais vraiment, la storyline est bonne. Le match un peu moins parce qu'il fallait une stipulation. Mais le fait que Brock Lesnar repète le bras de Triple H, c'était assez dingue. Je me souviens qu'à l'époque, je m'étais énervé, mais c'est dingue. Le fait de faire ça, de voir Triple H aussi faible, ben, c'était incroyable à l'époque. Et c'est à partir de là, vraiment, que le Brock Lesnar qu'on connaît aujourd'hui, le mec crédible qui fracasse des gueules à tout le monde, ben, a commencé, ce personnage a commencé à partir de là pour moi, parce qu'avant ça, on avait eu le match contre John Cena à Extreme Rules 2012 qu'il avait perdu, et c'était Cena qui était ressorti vainqueur, mais à partir de là, on a le Brock Lesnar qu'on connaît, qui a perdu une fois au Royal Rumble de l'année passée, mais c'était pas forcément grave, oui, pour vous de l'année passée. Il avait perdu une fois au Survivor Series 2016, puis il avait perdu une fois à SummerSlam 2015 contre Undertaker dans une finale, dans une fin controversée. On ne l'a pas vraiment vu perdre à part contre Goldberg où il s'est ramassé sa branlée. Donc, en tout cas, mon manche tourne. Donc, voilà, c'est à partir de là pour moi que ça commence et ça fait plaisir parce que Brock Lesnar n'est pas un catcheur technique, c'est même pas vraiment un catcheur, mais c'est un casseur de gueule. Il en faut. Braun Strowman marche très bien au moment où je tourne cette vidéo. Donc, d'ailleurs, no merci est dans pas longtemps pour moi, donc j'ai hâte de voir. Mais vraiment, il faut des gars comme ça, et je suis totalement d'accord de le voir champion universel, même s'il n'est pas là très souvent. Voilà, bref, c'est un autre débat concernant ce match-là, j'ai mis la note de 8 sur 10. Voilà, et donc si on additionne toutes ces notes et qu'on divise par 7, qui est le nombre de matchs, on arrive à la note finale de 6,86 sur 10, et il a la 73e place. Voilà. Bref, encore une fois, un petit like si vous avez aimé le pay-per-view ou un petit dislike si vous ne l'aviez pas aimé. Et n'hésitez vraiment pas à me mettre des commentaires sur le graphisme de la vidéo. Sur ce show, si vous en souvenez, quel match auriez-vous voulu voir? Et j'ai pas fait de sondage, je vais pas en faire là encore maintenant pour cette vidéo, pas faire trop de nouveautés et trop de choses dans votre gueule directement. Donc ça reprendra dès la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre encore une fois des commentaires et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.